sont eux aussi enregistrés. Alors, donc merci, merci Nagy de nous donner un petit récapitulatif. Combien vous avez trouvé? Y indice 1 égale 1. Ça, c'est juste. Y indice 2 égale 1,01. C'est faux. Y indice 3 égale 1,03. C'est faux. Alors, on va récapituler ce premier exercice, qui est un exercice capital. Il faut bien que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Donc, je récapitule pour celles et ceux qui... Je suis en train de relire un petit peu vos messages. OK. Alors, je récapitule pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Le problème. Donc, le problème. Le PB. Le PB est le suivant. On a une équation différentielle. S- a des problèmes de connexion. Elle est connectée, déconnectée en permanence. Ah ouais, bon, elle a des problèmes de connexion. Elle a des problèmes de connexion. OK. Elle pourra revoir la vidéo sur les parties qu'elle n'a pas pu, voir. Elle est connectée, déconnectée en permanence. Donc, je récapitule le problème. Y point de t égale à moins t y de t. Et on nous dit de résoudre donc cette équation différentielle du premier ordre. Premier ordre. On nous donne bien sûr la condition initiale, qui est y indice 0, qui correspond à y de t à l'instant t initial 0, qui est égal à donc à 1. On nous dit de résoudre ce problème en trouvant quoi? On nous a dit de trouver y indice 1, y indice 2 et y indice 3. Donc ça veut dire qu'en fait, on nous demande de trouver une approximation de y à l'instant t indice 1 qui est donc égal à 0,1. On nous demande de trouver une approximation de y à l'indice au temps t indice 2. T indice 2, ça correspond à quel temps réel? Exactement, à 0,2. Merci Vincent. Y indice 3, ça correspond à quel temps réel? 3. Exactement. Et si j'avais travaillé avec un pas de 0,5, ça aurait correspondu à quel temps? Exactement. Alors, pour trouver Y indice 1, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser Euler. Je vais utiliser Euler, je vais dire, voilà, Euler nous a dit
Et on l'a vu géométriquement que je peux estimer y indice 1 à partir de y indice 0 plus le pas h que multiplie la dérivée de y à l'instant 0. Ça veut dire que ça, c'est égal à y indice 0 plus h que multiplie y point indice 0. Y point indice 0, comment je vais trouver ce y point indice 0? Ben, je vais utiliser mon équation différentielle. Ça veut dire h que multiplie quoi? Que multiplie moins t indice 0 y indice 0. C'est donc égal à 1 plus 0,1 que multiplie moins 0 fois 1. C'est donc égal à 1. Voilà, pour y indice 1. Comment je vais trouver y indice 2? Ben, je vais appliquer la même chose. Je vais dire, voilà, y indice 2, hop, je vais faire le calcul ici. Y indice 2, c'est égal à y indice 1 plus h je multiplie la dérivée de y en 1. C'est-à-dire y indice 1 plus h que multiplie quoi? Ben, la dérivée de y en 1, je vais me servir comme d'habitude de mon équation différentielle. Donc, je vais avoir ici moins t indice 1 que multiplie y indice 1. Et c'est donc égal à quoi? Ben, c'est donc égal à 1 plus 0,1 que multiplie moins 0,1 fois 1. Ouais, tout ça, c'est des réductions analytiques. Ça, c'est du numérique qu'on est en train de faire. Ouais, mais comment on va trouver la forme exacte de la fonction à la fin avec tout ça? Alors, là, j'ai pris, là, écoutez-moi bien, là, j'ai pris une équation différentielle qui est simple. C'est-à-dire, on sait trouver la solution analytique, mais on le fait quand même numériquement. Oui, 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 oui. Mais on va avoir affaire à des équations différentielles où on ne sait pas calculer la solution analytique. Et on ne va donc faire que la solution numérique. Quand vous dites la solution numérique, c'est plusieurs points ou... Voilà, plusieurs points, exactement. On ne trouve pas la fonction exponentielle de moins t au carré à la fin. T au carré, Exactement, voilà. ouais, c'est ça que je voulais savoir. C'est bon? C'est clair maintenant? Mais c'est bien. Heureusement que vous êtes là, parce que vous faites partie des seuls étudiants qui posent des questions. Et ça permet d'éclaircir les problèmes pour l'ensemble de la promotion. Donc, 1 moins 0,01, donc ça veut dire que j'ai ici 0,99. On continue. Y indice 3.
Alors, y indice 3, on va le résoudre ici. Qu'est-ce qu'on va dire de y indice 3? C'est 0,99 moins. Attends, non, d'abord, on va écrire la formule littérale. Y indice 3, c'est y indice 2. 2. Voilà. Plus h je multiplie la dérivée de y à l'instant discret 2. Ça veut dire que c'est égal à y indice 2 plus h de quoi? Qui complète ici? Moins T1, y point 1. Moins T2. 2, pardon, excusez-moi. Moins T2, moins T2, que multiplie y indice 2. Et c'est donc égal. Et là, maintenant, on remplace numériquement, et c'est donc égal à 0,99 plus 0,1, voilà, que multiplie Moins 0,2 moins fois, 2, voilà, moins 0,2, fois 0,99. exactement, que multiplie 0,99. Donc, il ne faut pas se tromper dans les calculs. 0,2 que multiplie 0,99, le tout multiplié par 0,1, et je vais soustraire le tout de 0,99. Tout le monde est d'accord avec 0,97? Ça m'a l'air d'être juste. Ou pas? Oui. 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 Écoutez, moi je fais ça. Donc, imaginons, je suis à votre place, je dois faire ce calcul-là. Alors, je vais bien entendu, je vais utiliser une calculatrice. Et comme bien sûr, je vais enchaîner sur MATLAB. Là, vous êtes en train de voir mon écran, on est d'accord? Ouais. Oui. Oui. Ok. Alors, pour l'instant, je vais démarrer MATLAB, mais juste parce que je veux l'utiliser en tant que calculatrice. Et après, j'enchaînerai dessus en tant que algorithmique. Alors, ok, donc très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme calcul? 0,99, 0,99 plus 0,1 que multiplie, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, moins 0,2, donc ici, moins 0,2 que multiplie, alors, que multiplie 0,99. Voilà. 0,9702. Alors, qu'est-ce que je vais écrire moi maintenant ici, là? 0,97 ou 0,9702? 17,02. Exactement. Je vais travailler, je vous l'ai dit, hein. Si à l'examen, vous me mettez les réponses avec 2 digits, alors que je vous ai répété depuis pratiquement depuis début novembre, que tout ce qu'on va faire en numérique, c'est avec 4 digits après la virgule. Voilà, je vous le dis dès maintenant, vous serez pénalisé. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est ce résultat-là. 0,9702.
Alors, intuitivement, comme ça, si je continue, Y indice 4, Y indice 8, Y indice 20, 30, d'après vous, ça va continuer à faire quoi? Ça va décroître, ça va recroître, ça va faire quoi? On peut pas savoir. Répondez juste une personne à la fois, s'il vous plaît. Ça va faire quoi? On peut pas savoir, je pense. Donc, voilà. Ça va faire quoi? Là, ça a l'air de décroître au début, mais on ne sait pas si ça va croître ou encore décroître après. D'accord. Qui a d'autres réponses? Ça va partir, ça va décroître à zéro. Ça va décroître vers quoi? Vers zéro. D'accord. Et pourquoi? Euh, Pourquoi ça va continuer à décroître? Parce qu'on trouve un truc négatif. Parce qu'on a quelque chose de négatif. Parce qu'on a effectivement quelque chose de négatif. Donc ça, c'est une bonne réponse. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir d'autres réponses? Ça va décroître de manière croissante. Progressivement, on va décroître de plus en plus. Ça, j'ai bien compris et je suis d'accord avec vous que ça va décroître. Et il y a même un camarade qui a dit que ça va aller vers zéro. Et on m'a répondu, oui, c'est normal parce que à chaque fois, on vient soustraire une valeur par rapport à la valeur précédente. Donc, il est logique que ça décroît. Et je vous ai encore demandé, est-ce que vous avez encore une autre forme de réponse par rapport à ce que vous voyez à mon écran là? Est-ce que la limite, ça tend pas vers zéro? Allez-y, répétez. Est-ce que la limite, ça tend pas vers zéro de cette fonction? Alors, effectivement, ça tend vers zéro, mais quand on regarde, parce que là, effectivement, on a pris une équation différentielle dont on connaît la solution. Ouais. Et on voit que cette solution, elle est comment? Elle tend vers quoi? Elle tend vers Zéro. Zéro. exactement, puisque de l'exponentielle de moins 1,5, et si le temps t ici, il augmente, l'exponentielle de moins l'infini, elle tend vers 0. Très, très bien. OK. Alors, donc maintenant, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pensez comme d'habitude, hein, je fais toujours le même topo, qu'est-ce que vous pensez de ce calcul? Il est faisable, pas faisable, il est dur, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, il est pas si dur que ça, mais il y a beaucoup de variables à retenir. Très bien. Donc, ça veut dire, donc, très bien. Donc, constat numéro 1, il n'est pas dur. C'est un calcul arithmétique relativement simple. Il y a beaucoup de variables à retenir. Là-dessus, je ne suis pas tellement d'accord. Il n'y a pas non plus 1 milliard de variables, quoi. Il y a le temps, il y a la valeur précédente. Enfin, voilà. Il y a le pas H. Bon, là, il n'y a pas. Là-dessus, je ne suis pas très, très d'accord avec vous. Mais je veux dire, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment quand on répète un calcul comme ça à la main? Monsieur, il y a une possibilité de commettre une erreur? Exactement. Et si je commets une erreur, quel est le problème? La solution n'est pas exacte. Oui. Mais c'est surtout, quel est le problème? Imaginons que j'avais commis une erreur sur Y2. Je vais perdre tous les autres Y3, Y4, tous les autres Y. Ah, bravo, c'est exactement ça. Si je fais une erreur, tout le reste de mon chemin va être erroné.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que si je me trompe quelque part, ben c'est terminé. Tout le reste, je vais continuer à calculer, mais ça ne sert à rien parce que c'est faux. C'est pour ça que je vous dis, voilà, dans ce type de calcul, à la limite, on peut se dire, voilà, bon, j'étais un peu fatigué, je me suis trompé sur une valeur, après j'ai repris mes esprits, j'ai continué à travailler. Le problème, c'est que comme il y a une dépendance, je ne peux calculer la valeur à l'instant T que si j'ai celle de T-1, qui elle-même dépend de T-2, de T-3, etc., etc. C'est-à-dire que quand je me trompe dans une, je vais me tromper sur tout le reste. C'est la raison pour laquelle maintenant, on va un petit peu réfléchir. Et on va dire, voilà, comme d'habitude, on est quand même au 21e siècle et on va quand même pas s'amuser à faire ça à la main, étant donné que nous disposons de calculateurs et que nous sommes capables d'écrire les algorithmes. Alors, si maintenant, je vous pose la question, si maintenant je vous dis, voilà, j'ai peur de me tromper à la main et tout ça, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je dois faire? De faire la maille. Quoi? Qu'est-ce que vous me proposez de faire? Il faut faire un algorithme. Il faut faire un algorithme, exactement. Monsieur, c'est pas la question. La question, c'est que pour pas que je me trompe, et comme c'est fatigant de refaire ce calcul, et comme ce calcul est interdépendant, donc il va bien falloir trouver une solution. Et donc la solution, vient de le dire notre camarade, est une solution algorithmique. Ah, ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme d'habitude, on va s'exercer un petit peu. Alors, qui c'est qui a dit là parmi nous qu'il faut quoi? Qu'il faut un algorithme. Comment vous vous appelez, vous? C'est Amélie. Ok, Amélie, très bien. Est-ce que l'algorithme, on l'a? Vous l'avez mis sur. Vous l'avez montré. Hein. Ouais, maintenant. Alors, la question que je pose à Amélie et à tout le monde, bien sûr, c'est en quoi va consister l'algorithme, en fin de compte? Celui qu'on va programmer. Il va consister à programmer quoi? Mais il va falloir mettre une boucle qui répète. D'accord, mais je vais mettre dans cette boucle quoi? Quelle formule? Monsieur, la formule de YK plus H fois Y point. Fois Y point K. Voilà, donc je vais mettre la formule de l'air. De l'air, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut dire, voilà, l'algorithme va consister, la phrase correcte en français, c'est la suivante, l'algorithme va consister à programmer la formule de l'air. Tout simplement. Donc ça veut dire que si je dois programmer cette formule-là, je vais donc écrire une fonction. Et cette fonction, je vais l'appeler comment? Je peux l'appeler comme je veux, mais comment je devrais normalement l'appeler si on réfléchit en restant avec... voilà, exactement. Donc on va l'appeler en l'appelant tout simplement Euler. Donc cette fonction-là, hop, tac. Monsieur, Oui. on voit plus votre écran partagé. Ah bon? Ouais, moi, je le vois plus. Il y a d'autres qui ne voient pas. Ouais, non, moi non plus. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, mon écran n'était pas partagé? Non, vous venez juste de l'enlever là. Je viens de lâcher. Ah, il vient de lâcher. Ok. Alors,
Ok, alors je reprends ça tout de suite. Mais là, tout ce qu'on a dit, c'était vu là depuis tout à l'heure parce que c'est enregistré. Oui, Mais tout ça, on l'aura au partiel, monsieur. Je vais consacrer un peu de temps pour ce cours-là pour discuter des partiels qui vous attendent, aussi bien le mien que ceux de mes collègues. Impeccable. Ok. Alors, mais d'abord, on travaille un peu. Vous êtes quand même reposé là ces derniers temps. Voilà. Oui. Bon. Donc maintenant, on bosse. Voilà. Voilà. Là, vous le voyez maintenant, mon écran. Oui, c'est bon. Ok. Alors. Donc là, on va. Ce que je vais faire, comme d'habitude. Alors, vous avez bien compris que ce qui m'intéresse, c'est pas tant que vous soyez de grands mathématiciens, parce que moi-même, je suis pas un grand mathématicien, je suis un numéricien. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de programmer des algorithmes. Alors, voilà. Donc là, voilà notre fonction Euler. Jusque-là, tout va bien? Vous vous remettez un peu là dans MATLAB? Ouais. Ok. Petit à petit. Ok, pas de problème. L'essentiel, c'est que vous vous remettiez. Alors, donc, cette fonction-là, que j'ai appelée Euler, elle a combien d'arguments? 3 3. arguments. 3 arguments, très bien. Le premier, il s'appelle H. Vous l'avez reconnu, c'est le pas temporel. Le deuxième, il s'appelle Y0. C'est quoi ce Y0 d'après vous? C'est le compteur à 0. Enfin, c'était Y de 0 égale à Y, c'est une condition initiale. Exactement, bravo, c'est ça. Et ce fameux K, et ici, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? Nombre d'itérations. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être effectivement un nombre d'itérations, d'accord. Effectivement, on va s'en servir comme information pour un nombre d'itérations, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui signifierait par rapport à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vu dans le cours? C'est l'indice des Ouais. du Y. Bravo. C'est le temps discret. C'est le temps discret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Ok, très très bien. Alors, donc maintenant on va descendre d'un cran. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Monsieur, je déclare la condition initiale. Alors, je mets la valeur initiale dans la première case d'un tableau que va me renvoyer cette fonction. Ce tableau, il s'appelle comment? Y. Exactement. Bravo. Il s'appelle grand Y. Et je vais donc stocker dans la première case la valeur initiale. Et après, je vais faire quoi? Je vais rentrer dans une... Boucle. Bravo. Je vais rentrer dans une boucle. La voici. Cette boucle-là, elle va donc démarrer en 1 par pas de 1 et je vais faire cette boucle-là jusqu'à lens de k moins 1. Lens de k. C'est quoi lens? La longueur du tableau, mais pourquoi moins 1, monsieur? Attendez, là, on va faire les choses pas à pas. Vous avez bien raison déjà pour votre réponse, c'est la longueur du tableau. Alors, la longueur d'un tableau, c'est juste ce que vous dites, mais sauf que le mot longueur fait référence à un concept géométrique, alors que
là, on a plus affaire à quoi? Length de K. C'est le nombre d'éléments dans le tableau, c'est la taille, quoi. Voilà, c'est le nombre d'éléments du tableau K. Et est-ce que vous pouvez un petit peu réfléchir et me dire à quoi peuvent bien correspondre ce nombre d'éléments du tableau K? Ça correspondrait à quelle réalité physique? Tout à l'heure, quand on a fait l'exercice, je vous ai demandé de me calculer quoi? Y1, Y indice 1, Y indice 2 et Y indice 3. Ouais. K, c'est l'indice. Imaginons que j'avais envie de calculer ma solution pour Y indice 100. Ouais. Donc ça veut dire, Opération. oui, donc ça voudrait dire que pour calculer ma solution à l'instant discret 100, j'ai besoin de connaître ma solution à l'instant discret, combien? 99. Exactement. Et ainsi de suite, 98, etc., etc. Donc, vous voyez bien que ce cas qui est ici, c'est un tableau qu'on va donner à la fonction et qui contient tout simplement les instants discrets et on va s'en servir dans la fonction pour savoir combien d'instants je vais calculer. D'accord? Ok. OK? Donc, ça veut dire, for i égale à 1. Après, je répondrai tout à l'heure à votre question. Pourquoi, d'où vient le moins 1? Mais vous allez pouvoir y répondre tout seul. Pour i égale à 1, par pas de 1 jusqu'à length de k moins 1, je vais calculer, alors, y indice i plus 1. Donc, au début, avant de rentrer dans cette boucle, je connais Y, je connais la première valeur de mon tableau, de ce tableau Y que me renvoie ma fonction. Vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Je vais donc, quand la première fois que je vais rentrer dans cette boucle, I vaudra combien la première fois? Il vaudra 1. Exactement. Donc, je vais calculer Y De 1. De 2. de 2. Et je vais donc me servir de quoi pour pouvoir calculer Y de 2? De Y de 1. Exactement. Et je vais pouvoir me servir de Y, et je vais devoir utiliser Y de 1. Donc ici, Y de I plus 1 égale à Y de I. Et qu'est-ce que je vais rajouter à ce Y de I? Je vais tout simplement lui rajouter le pas H que multiplie la dérivée. La dérivée, je vais stocker ça. La dérivée, c'est-à-dire au fait, mon équation différentielle, je vais la stocker dans une fonction. D'accord? Alors, imaginons que cette fonction, elle est là. Alors, je vais vous la présenter. Hop. Elle est ici. Cette fonction-là, que j'appelle f, je lui donne un argument y, k, tk, et elle me renvoie moins tk fois yk. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? De l'équation différentielle. Exactement. Vous reconnaissez l'équation différentielle sur laquelle on a travaillé dans cet exercice. Donc ici, maintenant, je reviens là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais vouloir calculer y de i plus 1, je vais me servir de y de i plus h fois grand F de y de i que virgule i moins 1 fois h. Alors c'est là où ça va, on va dire que c'est là où ça, généralement pour les étudiants, ça commence un petit peu à coincer. Oui, alors maintenant c'est là qu'on va discuter, comme ça les choses vont être claires pour tout le monde. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez juste revenir à ce que vous avez fait dans la console là, pour calculer la dérivée? À la fonction f?
Non, non, là où vous avez dit dy est égal à f de yk. Voilà, là, Ouais. dans la fonction f. Pourquoi la fonction elle renvoie dy est égal à moins tk multiplié par yk? Vous avez mis quoi comme fonction? Parce que tout simplement, je traite l'exercice. Parce que dans notre exercice, notre équation différentielle, c'est moins t fois y. D'accord, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez mis exactement pour que elle renvoie à cette forme-là, en fait? Qu'est-ce que vous avez mis dans les instructions? J'ai tout simplement mis une équation. Ah, c'est vous qui l'avez mis? Ah oui, oui, oui. C'est moi qui ai écrit cette équation. Ah, d'accord, ok. C'est vous qui. D'accord, donc c'est pas la console qui l'a renvoyé. Non, 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 non. C'est moi qui ai écrit cette fonction-là. Ok. Et je dis que cette fonction-là, que quand je lui donne y et je lui donne t, elle me renvoie moins t fois y. Tout Ok, simplement. impeccable. Voilà. Et pourquoi moins t fois y? Ben parce que c'est cette équation différentielle avec laquelle je travaille. On a étudié, ouais. Alors, elle me renvoie ça et j'ai appelé ça dy. Est-ce que j'aurais pu l'appeler ce que je veux, ce que me renvoie la fonction. Mais pourquoi je l'ai appelé dy? Pourquoi ce d? Dérivé? Dérivé. Bravo, bravo. Ça signifie dérivé. Ça ne veut rien dire d'un point de vue programmation, mais d'un point de vue compréhension, c'est juste pour dire, voilà, ça me renvoie la dérivée de y, en fait. Qui est donc moins tk fois y. Alors maintenant, revenons à notre formule. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, y plus 1 égale à y de i plus h fois f de y de i, virgule, i moins 1 fois h. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà, je pense que j'ai tout compris, monsieur. Enfin, pour moi, personnellement. D'accord. Juste dans ce cas-là, on va pas trouver la forme de la fonction, comme on a dit. On va trouver plusieurs points. Donc, c'est Exactement. une résolution. Exactement. On va trouver des points. Mais En soi, est-ce que vous. Alors maintenant, la question. Alors, là, là, ce que je vais faire, parce que. Alors, attendez, je vais peut-être arrêter le zoom. Voilà. Pour que les choses soient très claires. Vous avez bien compris que pour faire le rapprochement, on va dire, entre les maths et l'algo. Donc, vous avez vu que nous, quand on calcule le y indice k plus 1, en utilisant la formule de l'air, on dit que c'est égal à y indice k plus h fois la fonction f qui représente notre équation différentielle en y indice k virgule t indice k. Voilà. Je veux juste m'assurer que vous arrivez à faire le bon rapprochement. Bon, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez bien que le y de i plus 1 correspond à ce y de k plus 1. Ça, vous êtes d'accord? Ouais. Le y de i correspond à ce y indice k. Ouais. Le h, je le retrouve, il est là. Et le f que j'ai ici, qui représente donc ma dérivée, je lui donne deux arguments, yk, donc c'est le yi qui est ici, et t indice k, qui est ici i-1 fois h. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi est-ce que j'ai un i-1 fois h ici? Ouais, parce que on ajoute h à chaque fois pour arriver à la valeur tk. Monsieur, est-ce que k est égal à i-1? Est-ce que quoi? K. Non, k n'est pas égal à... K est un tableau qui contient des valeurs discrètes.
Alors, donc il faut bien. Pourquoi est-ce qu'ici, j'ai pas mis y de i virgule i fois h? Pourquoi j'ai mis i moins 1 fois h? Est-ce que quelqu'un Mais me répond? quand tu calcules Y2, on a besoin de Y1. Oui. Et du coup, ben, il nous faut I-1. Bah, si vous me dites que quand je calcule 2, j'ai besoin de 1, donc j'ai besoin de 1, et donc j'aurai aussi besoin de 1. Pourquoi est-ce que ici j'ai un 1 moins 1? Ouais, c'est chelou. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais mis plutôt, monsieur. Hein. Moi, j'aurais mis I. Vous aurez mis I, voilà, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai mis I moins 1? Je sais pas, peut-être ça a un rapport avec le length K-1, je pense. Non. Peut-être parce que I commence à 1 dans le for. Oh, vous n'êtes plus très loin. Alors, vous n'êtes plus très loin et je suis satisfait quand même de cette réponse-là. Alors, souvenez-vous d'une chose. Donc là, on va refaire un petit topo pour rafraîchir la mémoire. Les indices dans les tableaux, en MATLAB, ils commencent où? Par 1. Voilà, très très bien. Donc ça veut dire que ce tableau-là qui est renvoyé Y, c'est un tableau. Hop. Dans la première case, la deuxième, la troisième, etc. Donc la première case est indexée par 1. Ici, 2, 3, etc. Et qu'est-ce qu'on a stocké dans la première case? Quelle valeur on a mis dans la première case de ce tableau? On a mis Y0. Exactement. On a mis Y0. Donc, ça veut dire que quand je vais venir remplir la deuxième case, et qui correspond donc à Y de 2, ça veut dire que je vais en réalité ici stocker Y1. Y1. exactement. Je vais en réalité stocker ici Y1. Mais quand je travaille avec Y1, je fais référence à quel instant dans mon équation de l'air? À l'instant 2. Non. Ah ben à l'instant 1. Quand je calcule l'instant 1, j'utilise quel instant? Ah, le 0. Exactement. Donc, ça veut dire que quand ici, je vais calculer le Y de 2, je vais donc me servir du Y de 1. D'accord? Je vais me servir donc de Y de 1. Et je vais faire référence à quand je vais calculer ce Y de 2, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que je calcule, c'est ce Y de 1. D'accord? Puisque c'est lui que je viens stocker dans Y de 2. Et quand je calcule ce Y de 1 que je viens stocker dans Y de 2, je vais référence à l'instant 0. Donc, ça veut dire que je vais retrancher 1 de I, puisque lui, I commence à 1, comme vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer. C'est clair. C'est clair pour vous? Oui. Bon, très bien. Alors, j'espère que c'est clair aussi pour tout le monde. Je peux répéter l'explication. Pourquoi est-ce que ici j'enlève 1 à chaque fois que je rentre dans la boucle AI? Parce que, étant donné que I commence avec 1 et que on calcule
toujours par rapport à l'instant précédent. D'accord? Donc, ça veut dire que je suis obligé d'enlever 1 à i pour la simple et unique raison que quand je vais calculer y de 2, ça veut dire qu'en réalité, je calcule y indice 1 et donc je fais référence à l'instant 0. C'est pareil, quand je vais calculer y de 3, ça veut dire que je vais stocker là-dedans y indice 2. Et ce y indice 2, lui, il fait référence à l'instant 1. Et c'est la raison pour laquelle je retranche, à chaque fois que je rentre dans cette boucle ici, quand je fais appel ici à l'équation différentielle, je retranche à i, je lui retranche 1. C'est bon? Pour faire plus simple, si ici j'avais si j'avais commencé avec i égale à 0, j'aurais pas eu besoin de faire ce retranchement de 1. Pourquoi? Parce que si j'avais commencé avec i égale à 0, quand je vais calculer ici, je vais calculer y de 1, donc j'aurai y de 0, qui est h fois f de y de 0, à l'instant 0 fois h. Je n'aurais pas eu de souci. Le problème, c'est que je ne peux pas commencer avec i égale à 0. Parce que si j'ai ici i égale à 0, ça voudrait dire que je fais référence à y de 0. Mais y de 0, lui, en MATLAB ne marche pas, puisque les tableaux, eux, sont référencés à partir de 1. D'accord? Voilà maintenant la raison pour laquelle on fait ce retranchement de 1 sur l'index i. Donc maintenant que j'ai ça, comment maintenant je vais me servir? Imaginons que par exemple je voulais faire maintenant l'exercice que je vous ai donné. Imaginons que je voulais faire l'exercice avec MATLAB. Qu'est-ce que j'aurais fait? Donc dans l'exercice, on m'a demandé de calculer y indice 1, y indice 2 et y indice 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans MATLAB et je vais tout simplement définir K comme étant le tableau qui contient les instants discrets. Donc, je vais aller de 0 par pas de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à 3. Exactement, jusqu'à 3. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais tout simplement appeler ma fonction Euler. Et je vais lui donner mes 3 arguments. Qu'est-ce que je vais lui donner? Le premier argument, c'est quoi? 0,1. Exactement. Donc, je vais lui dire 0,1. Virgule 1. 1, tout à fait. Virgule 3. virgule K. 4, ouais, parce que c'est Puisque K contient les instants où je veux calculer ma solution. vrai, monsieur, vous avez raison. Voilà. Donc, je vais lui dire K. Et qu'est-ce que va me répondre la fonction Euler? Ben, elle va me renvoyer. Elle me renvoie quoi? Elle me renvoie ce tableau Y. La première case de ce tableau contient la valeur. C'est quelle valeur, ce 1 que vous avez ici? Y0. Exactement. La deuxième, Y1. Y indice 1. La troisième, Ouais, 2. Y indice 2. Voilà. Et c'est là, Y indice 3. D'accord? Alors, pourquoi le length K moins 1? Parce que vous voyez bien que
le I qui est ici, quand on rentre dans la boucle, on calcule I plus 1. Donc, quand je lui donne K, lui, il va utiliser ce 0, ce 1 et ce 2. Et quand je vais rentrer dans la boucle, la dernière fois que je vais rentrer dans la boucle, ben, je vais calculer la dernière valeur, qui est ici indexée par 3, et je vais, pour pouvoir calculer cette valeur-là, je vais me servir de celle d'avant, tout simplement. C'est pour ça que vous avez ici le length de K moins 1, que quand je rentre dans la boucle, j'ai Y de I plus 1. D'accord? C'est-à-dire le Y4, puisque ça c'est Y1, Y2, Y3, Y4, qui correspond donc au Y indice 0, Y indice 1, Y indice 2, Y indice 3 de l'exercice. Imaginons que je voulais, par exemple, Y, si je veux connaître la valeur de Y indice 22. Voilà, imaginons que je voulais Y indice 22. Comment j'aurais utilisé MATLAB pour obtenir Y indice 22? On met K égale à 23. Non, je vais tout simplement mettre K égale à 0 par pas de 1 jusqu'à 22. 22. Voilà. Donc, je vais définir K comme ça. Et je vais tout simplement relancer ma fonction de l'air. Et je vais donc examiner la dernière valeur, 0,0824, qui correspondra donc à Y22, qui est ici, qui lui est stocké dans la case numéro 23, puisque les tableaux sont indexés à partir de 1. Monsieur, Oui? je croyais avoir compris au début, mais je pense que finalement, j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris pour le I-1, là, pourquoi on met I-1 d'un côté, I plus 1 de l'autre. Ça me bloque un peu. D'accord. Alors, je vais essayer d'être... OK, pas de souci. Merci. Alors, on va commencer par... je vais essayer d'être un peu plus clair. Bon. Bon. Vous êtes d'accord que... je reviens à ce tableau-là, à ce schéma que j'ai fait ici. Vous êtes d'accord que dans ce tableau Y, dans la case numéro 2, Ouais. je vais stocker là-dedans Y indice 1. On est d'accord. Ça, on est d'accord. Le Y de 2, c'est la deuxième case. Exactement, c'est la deuxième case. Ok. Donc, dans cette deuxième case, quand je vais venir travailler avec cette... la première fois que je vais rentrer dans cette boucle, c'est pour venir remplir cette deuxième case, parce que la première case a déjà été remplie. Ouais. D'accord? Donc, la première fois que je vais rentrer dans cette boucle, c'est pour remplir cette deuxième case. Et donc, la première fois que je rentre dans la boucle, le I là, il vaut 1. Ok. D'accord? Le I vaut 1. Donc, vous êtes d'accord que quand je vais calculer ce Y indice 1, que je vais stocker dans Y de 2, ok? Cet indice-là, 1, qui est un indice temporel discret, pour pouvoir le calculer, je vais devoir utiliser l'indice temporel 0. 0, ouais. D'accord. Pour pouvoir calculer ce 1, je vais devoir utiliser le 0. Le Et 0, comment ouais. je vais pouvoir utiliser ce 0 alors que I vaut 1?
je suis obligé de retrancher à I 1 pour avoir ce 0 qui est ici. Ok, d'accord. Ok. Et le raisonnement, il est pareil pour tous les autres. Dans la case numéro 3, On utilise Y indice 2. voilà, Pour ça, pour calculer justement Y indice 2, on a besoin de l'indice 1. voilà. Quand je vais calculer, alors, laissez-moi terminer pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand je vais remplir la case numéro 3, ça veut dire que je vais stocker dedans Y de combien? Y indice 2. Voilà, Y indice 2. Et donc, pour pouvoir calculer ce Y indice 2, sachant que quand je vais rentrer maintenant pour remplir la case numéro 3, I lui vaudra 2. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est la deuxième fois que je rentre. Donc, I vaudra 2. Et vous comprenez bien que lorsque je vais calculer Y indice 2, j'ai besoin du marqueur temporel numéro 1. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de nouveau ce I et je vais lui retrancher 1. C'est pour ça que vous avez toujours I-1. Ok, j'ai compris. Mais pourquoi on n'a pas mis un compteur à 0 du coup? Voilà, très bien. Alors, pourquoi on n'a pas mis un compteur à 0? Parce que si j'avais mis un compteur à 0, j'aurais eu ici Y de 0. Mais n'est pas permis en MATLAB. Les index des tableaux commencent à 1. Ok. Ouais, c'est vrai ça, vous l'avez dit en plus. Non, mais il n'y a pas de problème. Je sais que ce n'est pas évident. Hmm. Ça va mieux? Ouais, c'est bon. Tout compris, monsieur. Merci. Ok, très bien. Donc, alors maintenant, bien sûr, on va se dire, ok, alors très bien, on a calculé les solutions numériques d'une équation différentielle dont on connaît en plus la solution analytique. D'accord? Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quoi? D'après vous, c'est quoi? Quel est quand je fais quelque chose de numérique, qu'est-ce que j'ai besoin de vérifier? Graphiquement, c'est. Mais quoi? Graphiquement, l'allure de la courbe. En fonction des points. D'accord, mais je veux dire, dans quel but? Dans le but d'estimer une fonction qu'on pourrait. Je ne sais pas si on peut. Avec la courbe, on pourrait potentiellement reconnaître la fonction dans la majorité des cas. De toute façon, quand je vais faire un graphique, je représente, si vous voulez, des points. Enfin, je mets des points. Ouais. Avec ces points-là, on peut. Donc là, par exemple, il faut que vous ayez, il faut que vous développiez un peu ce qu'on appelle un esprit critique. Il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Ouais, tout ce qu'on vous dit, on peut vous dire plein de choses. Il faut toujours garder un esprit critique. Maintenant, si je veux garder un esprit critique, quelle est la question qui doit me venir à l'esprit par rapport à cette méthode-là qui nous permet de trouver des points? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois me poser comme question? Est-ce qu'elle est précise? Très bien. C'est ça, au fait. Est-ce que ce qu'il est en train de nous raconter, ou ce qu'est en train de dire Euler, ou ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est. Comment je peux observer que c'est, vous dites précis, plutôt, je dirais, comment je peux observer que c'est juste, que c'est pas aberrant, que c'est quelque chose qui tient la route. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, donc on doit prendre en compte la complexité aussi. Ça, c'est plus tard. Mais d'abord, la partie fonctionnelle. Est-ce qu'en fin de compte, ce que nous trouve là, cette méthode d'Euler, est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent avec la réalité? Voilà, en fait, la question. Est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Voilà, c'est tout.
Est-ce que c'est vrai? C'est uniquement ça. Alors, comment est-ce que je peux apporter un élément de réponse à ça? Je pense qu'on a besoin de la solution théorique déjà. Très bien. Enfin, ouais. On a besoin de la solution théorique. Et pour les points qu'on a choisis là, les TK allant de 0 jusqu'à 22, Très bien. on a besoin d'utiliser ces points pour calculer justement la fonction Y. Alors, vous n'étiez pas loin, mais après, vous avez un peu dérivé. Non, c'est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour vérifier si ce qu'on calcule est précis, est vrai, on va dire, il faut que je compare ces résultats-là par rapport à des résultats théoriques, puisque je connais l'équation théorique de cette équation différentielle. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, très bien, ce que je vais faire, je vais afficher 2 graphiques. Alors déjà, je vais prendre un peu plus de points, parce que 23 points, c'est pas terrible. On va dire qu'on va prendre, allez, imaginons qu'on prenne, on va prendre 50 points. Donc 51 valeurs. Donc je vais aller de 0, par pas de 1 jusqu'à 50. Et je vais, bien sûr, utiliser mon Euler. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi, puisque je dispose de l'équation vraie de cette solution, de cette équation différentielle, je vais également afficher les vraies valeurs, qui sont donc exponentielles de moins 1,5 de t carré. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais afficher 2 choses. Je vais faire un affichage. Donc, je vais prendre, bien sûr, ici, K fois H, parce que je vais afficher l'instant, le vrai instant, alors, parce que K, ça représente l'instant discret, et K fois H, ça représente l'instant réel. Donc, je vais afficher sur l'axe des abscisses K fois H. Je vais afficher les valeurs que m'a donné Euler. Donc, je vais mettre ici H, 1, puisqu'on a démarré avec 1, et puis le vecteur K des instants discrets. Et je vais également afficher une autre courbe où je vais avoir K fois H pour les instants. Et là, est-ce que quelqu'un pourrait me dicter qu'est-ce que je devrais écrire? Si je veux comparer les valeurs de l'air avec les vraies valeurs. Est-ce qu'on peut calculer l'intégrale, monsieur? Directement sur MATLAB? Il n'y a pas d'intégrale ici à calculer, puisqu'il s'agit de trouver une fonction solution d'une équation différentielle. Exponentielle Très bien. Bravo. Exponentielle de quoi? de moins t. Non, vous le faites avec la notation là. Ouais. Donc exponentielle de, alors je vous aide un peu, de moins 0,5, je multiplie quoi? Fois k. Pas tout à fait. Il vous manque quelque chose? HK. La carré. Fois k fois kh au carré. Voilà. Fois K fois H. Et il ne faut pas oublier que ici, avant de le mettre au carré, je vais mettre le point. Voilà. Tout le monde comprend? Pourquoi le point, monsieur? Hein? Pourquoi le point? Pourquoi le point? Parce que si je ne mets pas le point, il va faire une opération matricielle. Alors que moi, je veux élever au carré tous les instants.
K fois H. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi j'ai mis K fois H et pas que K? Oui, monsieur, car T est égal K fois H. Voilà, exactement. Très bien. OK. Donc, il ne me reste plus qu'à afficher. Alors, il me dit H, il ne le connaît pas. Effectivement, on ne lui a pas précisé. Donc, je vais dire H égale 0,1. Voilà. Hop. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez quoi? Vous voyez deux courbes. Alors, on le voit. Voilà. Vous voyez deux courbes. La courbe de l'air et la courbe théorique. Donc, la première des choses, premier constat, on voit bien que toutes les deux, elles tendent vers vers 0. Ça, déjà, c'est rassurant. Alors, maintenant, on voit que entre les deux, est-ce que vous voyez qu'il y a un écart entre les deux? Ouais, un petit écart, ouais. Ouais, il y a un petit écart. Alors, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet écart-là, on ne le voit pas, il n'est pas très très visible parce qu'on a pris un pas H assez petit. Alors, imaginons que j'avais pris, imaginons qu'on avait pris un pas H égal à 0,5. Donc ça veut dire au lieu d'avoir des valeurs pour 0, 0,1, 0,2, 0,3, j'ai des valeurs pour 0, 0,5, 1, 1,5, 2, etc., etc. Donc, je prends un pas H plus grossier. Ça va être beaucoup nettement moins précis, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, après, je vais afficher les valeurs de l'air et les valeurs théoriques. Et là, vous voyez que si on fait un axis, alors on va faire un axis pour mieux voir la différence. Donc, on va rechanger nos axes. On va faire axis. On va dire que sur l'axe des abscisses, on va aller de 0 à 10. Voilà. Et puis, sur l'axe des ordonnées, on va garder ce qui existe déjà, de 0 à 1. Vous voyez que on voit donc la différence. Alors, quand vous voyez ça, alors à la limite, ce que je pourrais faire, ce serait peut-être faire un petit zoom. Voilà. Alors, d'après vous, vous réfléchissez avant de répondre. La bleue, elle correspond à Euler ou bien aux valeurs théoriques? Enfin, laquelle correspond à Euler, laquelle correspond aux valeurs théoriques? Enfin, aux valeurs. L'air en bleu et orange, c'est la valeur théorique. Orange, c'est la valeur théorique, exactement. Et le bleu, c'est effectivement la valeur de l'air. Pourquoi? Parce que la bleue, elle est moins précise. Enfin, c'est plus une droite. Je sais pas. C'est pas une droite, non, je suis désolé, c'est pas une droite. Hein. Voilà, en fait, à chaque, je sais pas comment expliquer, à chaque intervalle de 0,5, on a une droite, en fait, pour chaque intervalle de 0,5, pour l'axe des abscisses. Alors, ici c'est 1, hein, et ici c'est 0,5. Vous n'êtes pas très loin, alors allez, je sais pas, qui d'autre peut essayer de répondre à la question? En 0, qu'est-ce qu'on a comme valeur théorique?
Monsieur Il y en a 1. 1. Donc, on est d'accord que les deux courbes sont précises. 1. Ensuite, l'instant d'après, qui est l'instant T indice 1, il correspond à quel instant réel? Puisqu'on travaille avec un pas de combien? On travaille avec un pas de combien, là, pour cet exemple, là, que j'ai affiché? Monsieur Alpha 2. Non, j'ai mis H égale à combien? 0,1. Non, c'est pas 0,5. exactement 0,5. Donc, ça veut dire que l'instant d'après qui est calculé, donc il y a 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Donc, le premier instant, c'est 0. Le deuxième, c'est 0,5. En 0,5, comment je réponds à la question que je vous ai posée? J'observe, je dis en 0,5, je vois que j'ai une courbe ici qui est en dessous de 1, alors que la courbe bleue, elle vaut toujours combien? 1. 1. Donc, j'en déduis que celle-ci est plus précise que celle-là. Et donc, j'en déduis que la rouge correspond aux valeurs théoriques, c'est-à-dire de l'exponentielle de moins 1/2 de t carré, tandis que la bleue correspond aux valeurs approximatives que l'on a calculées avec la méthode de l'air. OK? Ou est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, je vous écoute. Non, j'ai dit pas de question. OK. Vous voyez que si maintenant, je reviens à un pas petit, alors, je prends un petit pas, comme tout à l'heure, donc je prends cette fois-ci 0,1, voilà, et que je prends, au lieu de prendre 50 points, ben j'en prends, on va dire, j'en prends 100, voilà, et que je réaffiche mes deux graphes, vous voyez que les deux solutions, enfin, la solution théorique et la solution numérique sont très très proches l'une de l'autre. On peut même à la limite faire un petit axis ici pour le voir. On va partir ici de 0 à 4 avec les abscisses. Voilà. Vous voyez que les deux solutions sont proches l'une de l'autre et bien entendu, la solution numérique, on voit bien la forme de la cloche de l'exponentielle de moins 1/2 de t carré. Voilà. 1/2. Monsieur, Maintenant, attendez, juste je termine. Imaginons voilà, on se dit, bah, c'est bien, là, on a pu quand même trouver notre solution, sauf que, bon, à la limite, celle-là, on la connaissait analytiquement, mais il est vrai qu'on a vu qu'il y en avait une qu'on ne connaissait pas analytiquement, c'est celle-ci. Moins t, y carré de t. Comment j'aurais fait avec MATLAB pour obtenir des solutions numériques pour celle-là? théoriquement, on peut la trouver, monsieur, celle-ci, je pense, en y pensant. Celle-ci, elle n'est pas évidente à trouver théoriquement. Vous allez pouvoir la trouver par intervalle. Vous allez- Si on divise y' par y au carré Ouais. et qu'on intègre ça, ça fait du 1 sur. On intègre des deux côtés. Donc, du côté droit, ça va faire moins t au carré sur 2. Et du côté gauche, ça va faire 1 sur y. 1 sur y, mais la dérivée de 1 sur y, c'est pas y' sur y carré. Ah bon? Ben non, la dérivée de 1 sur y, c'est uv. C'est u' v moins v' u sur v carré.
Ouais, si, mais enfin, Y' sur Y au carré, on peut la trouver. Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous obtenez alors? Euh, Vous voulez faire une intégration par variable séparée. Donc, vous voulez faire Y' sur ouais, Y je carré suis sûr de l'avoir vu, monsieur. Je suis sûr de l'avoir vu. sur Y Ouais. carré. C'est Et ça. vous voulez dire que ça, c'est l'intégrale de moins t. Vous voulez faire une intégration en variable séparée. Voilà, D'accord? Donc, vous voulez intégrer ça. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, si vous intégrez ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Euh, Voilà, en tête. Mais je suis sûr de l'avoir vu, monsieur. Enfin, Celle-là, ça peut s'apparenter à quelque chose comme moins 1 sur Y. ouais, c'est ce que j'ai dit. Moins 1 sur Y. Moins Ouais. 1 sur Y, pourquoi? Mais c'est ce que j'ai dit émotionnellement. Non, vous avez dit 1 sur Y. Ah, enfin, c'est une près, ouais. C'est vrai. U sur V. Ça va faire U prime V moins V prime U. Donc, vous allez vous retrouver avec un 1 sur V carré. Donc, on va trouver quelque chose en 1 sur YT qui est égal à l'intégrale de moins T, c'est-à-dire moins 1 demi de T carré. D'accord. Alors, dites-moi comment vous allez trouver celle-là. Ouais, celle-là, un peu plus compliquée. Hein. Donc, celle-là, vous allez dire qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire Ok. exponentielle de Y' Ouais. égale à l'exponentielle de ln, ça veut dire égal à 1 plus Y carré. Au pire, on peut dériver, monsieur, directement. On peut dériver. Vous voulez dériver ça? Ouais, tout ça, enfin. Si vous la dérivez, vous allez vous retrouver avec un Y 2 points ici. Ouais, mais en fait, c'est le LN. C'est le LN qui dérange un peu. Ben, je peux le dériver, puisque ln de U, c'est U' sur U. On dérive, on n'a plus de LN. Oui, mais je vais me retrouver avec une dérivée seconde ici. Mhm. Donc, je m'éloigne encore plus, puisque je cherche Y. Ouais, Parce qu'on va dériver une dérivée. Oui. C'est comme dériver une dérivée, mais alors que je cherche au fait la primitive. Enfin, je cherche la fonction Y. on a l'équation d'ordre 2. Voilà, donc on va tomber déjà sur une équation d'ordre 2 qui n'est certainement pas coefficient constant. Et la méthode de l'air, elle ne marche pas pour les équations d'ordre 2. Non? Si je fais la méthode de l'air, ça veut dire que je ne cherche plus une solution analytique. Vous, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je veux une solution analytique. Donc, je vous dis, ici, vous pouvez la trouver. Ici, elle est de la forme, on va dire, 1 sur Y égale moins 1 demi de T carré. D'accord? Par contre, ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La seule solution que je trouve, c'est faire exponentielle. Alors, si je fais l'exponentielle, je vais me retrouver avec l'exponentielle de Y point égale 1 Y carré. Voilà. Et donc, que vaut Y? Y qui vaut racine de exponentielle Y point moins 1, mais Quoi? Ça voudrait dire que Y, ici, il vaudra l'exponentielle de Y point. Ah, ça veut dire, on va retomber sur une équation de dingue. Exponentielle de Y moins 1 et le tout sous la racine carrée. ouais, je vois pas comment on peut faire point. Voilà, donc je n'aurai toujours pas Y. Donc, vous voyez bien que, comme je vous l'ai dit, il y a des équations différentielles sur lesquelles vous n'avez pas de solution analytique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà.
Moi, je ne trouvais que la solution pour la 2, mais pas pour la 3, enfin, pour la troisième. Pour celle-ci, je ne trouverais pas. Alors, oui, parce que pour la 2, vous pouvez trouver effectivement. Alors, attention, parce que la condition de cocher risque d'être compliquée ici, parce que vous allez vous retrouver avec un 1 sur Y qui vaut moins 1,5 de T carré. Ça voudrait dire que Y égale 2 sur T carré. Et donc, du coup, en T égale à 0, ça va être compliqué, parce qu'elle n'est pas définie. Vous êtes d'accord? Elle est définie en T égale à 0. Ben, ça, c'est. Enfin, faudrait régler l'intervalle de base. Enfin, monsieur, est-ce qu'on va pour des équations comme ça, est-ce qu'on va donner justement l'intervalle sur lequel on travaille? Est-ce que, pardon, je n'ai pas compris la question? Est-ce que pour un problème comme ça, on va donner directement l'intervalle sur lequel on travaille, on étudie? Ah oui, 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 il faut toujours donner l'intervalle sur lequel vous étudiez votre solution. Voilà. Et voilà, donc si on reste sur ce que vous voulez proposer, vous voyez qu'on va tomber sur un problème puisque je vais me retrouver avec un T au dénominateur ici. Non, mais monsieur, je pense qu'il voulait dire, est-ce que c'est vous que vous allez nous donner l'intervalle ou c'est nous qu'on doit préciser le… C'est moi qui vous fixe l'intervalle de travail. Ok, parfait. Voilà. C'est moi qui vous fixe l'intervalle de travail sur lequel vous travaillez. Et d'ailleurs, dans tous les problèmes, on fixe le domaine sur lequel on solutionne le problème. Oui, évidemment. Ben, voilà. D'accord. Voilà. Alors, donc, si je résume, aujourd'hui, ce qu'on a vu, équation différentielle du premier ordre, résolution par une méthode numérique de base qui est la méthode d'Euler. D'accord? Premier inconvénient de la méthode d'Euler, comme on l'a vu, c'est que si le pas H n'est pas très très petit, la méthode n'est pas précise. D'accord? Il va subsister un écart entre la vraie solution et la solution approchée. Et on va bien entendu s'intéresser à la possibilité d'avoir une méthode un peu plus précise que la méthode d'Euler. Donc, pourquoi la méthode d'Euler n'est pas précise? Donc, je reviens là sur le cours, parce que je pense que ça, c'est une notion qui est importante, c'est la méthode d'Euler, comme vous l'avez compris, c'est une approximation d'une valeur à un instant tk plus 1 à partir de l'instant tk en se servant de la pente de cette tangente. Donc, en fin de compte, de la dérivée. Et vous voyez bien que si la solution que je recherche présente des courbures trop élevées, vous voyez bien que la solution approximative va se différencier de la vraie solution parce que la solution que je recherche est un peu complexe. Alors que dans le cas où la solution que je recherche n'est pas très compliquée, comme dans le cas où je viens de vous le montrer ici, elle tend vers 0, la méthode d'Euler, elle va être suffisante, puisqu'en fin de compte, j'aurai quelque chose d'assez proche. Voilà, je n'aurai pas beaucoup d'écart entre les deux solutions. Mais dès que j'ai affaire à des solutions qui vont présenter des courbures sur des zones comme ça, on peut utiliser Euler, mais sur des zones comme celle-ci, vous voyez bien que ici, quand je vais me servir de l'information provenant de la tangente et que je calcule une solution à cet instant-là, je vais forcément avoir un écart ici entre la vraie solution et la solution approximative. D'où le problème auquel se sont attaqués les deux mathématiciens que je vous ai présentés au début de ce cours, où ils se sont dit,
est-ce que si on a affaire à des problèmes où la solution présente des variations brusques, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la méthode de l'air? Et c'est la raison pour laquelle ils ont à leur tour mis en place une autre méthode. Ce n'est pas vraiment une autre méthode, c'est la méthode de l'air, mais ils l'ont, on va dire, réajustée. Voilà. Et donc, leur méthode s'appelle la méthode de Runge-Kutta, d'ordre 2 et d'ordre 3. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je vais pas enchaîner sur la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 et d'ordre 3. Je vous laisse travailler sur la méthode de l'air. À titre d'exercice, et qu'on pourra d'ailleurs corriger la prochaine fois, c'est de vous exercer avec cette deuxième équation différentielle et de calculer Y1, Y2, Y3 et de voir un petit peu comment ça évolue lorsque Y indice K avec K tendant vers plus l'infini. Voilà. OK? Vous pouvez vous... Oui? Y de K tend vers l'infini, c'est ça? Ouais. Donc, vous vous exercez sur cette deuxième équation différentielle à la main pour calculer des valeurs. Vous prenez le temps de mieux comprendre la programmation ici avec MATLAB de l'air. Vous comparez ce que vous avez obtenu avec MATLAB et ce que vous avez obtenu manuellement pour cette deuxième équation différentielle. Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez juste nous dire comment ça va se dérouler les partiels? Très bien. Donc maintenant, on va consacrer les quelques minutes qui nous restent pour discuter un petit peu de vos partiels. Donc, je clôture le cours. OK. Alors, vous avez donc 3 partiels qui vont commencer à partir du lundi 25, 26 et 27 janvier. Ça, c'est clair? Vous allez avoir un partiel d'analyse numérique, donc le mien. Vous allez avoir un partiel de automatique des systèmes linéaires avec M. Labadie. Et vous allez avoir un partiel de machine électrique 1 avec M. Enchari. Chacun des partiels, mais ça c'est à voir avec les profs, mais je pense que ça doit être ça, dureront 2 heures. Enfin, 1h30 à 2 heures. Bon, le mien, en tous les cas, je le fais durer 2 heures. D'accord? Et les partiels se feront, vous avez tous reçu mon mail. Oui. Les partiels se feront en distanciel. Voilà. On a réfléchi à les faire en présentiel, mais pour des raisons sanitaires et pour ne pas prendre de risques, on a tout compte fait, maintenu les partiels en distanciel. Voilà. Maintenant, quelles sont vos questions par rapport aux partiels? Je vous écoute. S'il vous plaît, monsieur, pour les partiels, ce sont des QCM ou bien? Alors, pour les partiels, c'est des. Alors, il y a plusieurs formes. Il y a par exemple des QCM et il y a ce qu'on appelle des zones à texte, c'est-à-dire des zones où vous devez, par exemple, voilà, imaginons que par exemple, dans un QCM, vous avez coché la réponse B. On peut très bien vous demander de justifier pourquoi vous avez coché la question B. Donc, on va vous laisser un encart dans lequel vous pouvez rentrer du texte. D'accord, merci. Très bien. D'autres questions? Mais vous, monsieur, votre partiel, ça sera un QCM ou ça sera des TD comme on fait en cours? Il y a mon partiel, généralement, c'est un mélange des deux. D'accord, ok, merci. Monsieur, est-ce que vous pouvez faire comme ce que M. Labadie l'a fait? Oui. Vous envoyez des sujets types qu'on pourrait avoir lors du partiel.
Il y a des exercices qu'on pourrait potentiellement avoir. Ce que je pourrais faire, c'est pas évident parce que comme ça, l'année dernière, c'était fait en présentiel, mais je peux très bien vous envoyer le partiel que j'ai fait l'année dernière. Ouais, ça nous arrangerait de le faire. Pas de problème, je vous l'envoie. Merci, monsieur. Donc, je vous l'enverrai. Qu'est-ce qu'on est? On est jeudi, on est vendredi, lundi, on a encore un cours. Laissez-moi jusqu'à lundi, lundi prochain. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, en même temps, je préparerai un corrigé détaillé pour celles et ceux qui auront du mal à le faire, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Dernière question pour moi. Est-ce que tout ce qu'on fait là, sur la résolution d'équations différentielles, on aura au partiel? C'est sûr et certain. Ok, impeccable. Voilà. Je peux rester avec vous jusqu'à midi si vous avez d'autres questions. Je vous écoute. Monsieur, moi j'ai une question concernant les projets. Oui. On a pris contact avec notre professeur référent, mais on n'a toujours pas eu de réponse. Alors, vous avez pris contact pour lui dire que c'est lui le prof référent. Oui, on lui a expliqué tout notre travail, ce qui avait été fait, ce qui allait être fait. Oui. C'est qui votre prof? Madame Doux. Madame Nathalie Doux, très bien. Oui. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail quand il n'y a pas de retour. D'accord. Bon, ok, très bien. Donc, je prends en compte votre requête. Voilà. D'accord, merci. Monsieur, est-ce que vous connaissez des sites, par exemple, où on pourrait s'entraîner pour l'entraînement des exercices? Je vous dis, si vous avez compris les fondamentaux, vous n'avez pas besoin de vous exercer à faire 1000 fois le même exercice sous cette forme ou une autre forme. C'est pas ce qui... Pas 1000 fois. Non. Est-ce que vous avez compris tous les exercices qu'on a fait ensemble? Oui, j'ai tout compris. Là, c'est bon. Il faut comprendre le fondamental. Il ne s'agit pas il faut privilégier la qualité à la quantité. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de calculer une intégrale numérique par la méthode de Simpson? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de trouver le zéro d'une fonction par la méthode de dichotomie? Aussi, ouais. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de comprendre un morceau de code MATLAB? Justement, c'est le MATLAB où j'ai un peu de mal. Ouais, mais ça. Pas trop de mal, mais justement. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, le MATLAB, c'est nouveau pour la plupart d'entre nous cette année. Mais mon partiel, ce n'est pas un partiel MATLAB. C'est un partiel d'analyse numérique dans lequel je mettrai un peu de MATLAB. Donc, vous n'avez pas, par exemple, une question, dire comment on doit coder telle ou telle méthode? Je pourrais le faire, mais je veux dire, je le ferai probablement en exercice bonus. Je le ferai pas. C'est pas un partiel d'informatique. Ok, ça marche. Monsieur? Oui. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut écrire le code avec une boucle while? En MATLAB? Ouais, en ce qui concerne la fonction d'Euler, la méthode d'Euler. Au lieu de, oui, on peut faire, au lieu de faire une boucle for, on peut faire une boucle while. Parce qu'en fait, je pense que ça évite même de faire tout, genre ce tableau, de préciser les cas. Ça changera rien du tout. Ah ouais? Ah non, parce que la structure tant que c'est généralement une structure qui remplace, c'est une structure itérative aussi, c'est l'équivalent d'une boucle for, et c'est parce qu'en fait, on s'attend à ce qu'une condition soit vérifiée. C'est pour ça qu'on fait un while. Oui, ça y est, vous avez raison, en fait. Vous voyez, alors qu'ici, il n'y a pas de condition à vérifier. Il n'y a pas de condition, ouais. Voilà. Merci. De rien. Monsieur? Oui. Ma connexion, elle est un peu instable. Est-ce que ça va gêner pour l'examen? De quoi?
Ma connexion. Votre connexion est un peu instable. Est-ce que ça va gêner pour l'examen? Disons que un examen en ligne, c'est pas gourmand en termes de bande passante, donc je vois pas pourquoi ça gênerait. D'accord. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de son, il n'y a pas de transmission en temps réel. C'est un énoncé, vous répondez, ça prend très peu de données sur le réseau. Donc je vois pas pourquoi ça poserait problème. À moins que vous habitiez, je sais pas, en Corée du Nord. Enfin non, je déconne. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. D'autres questions? Ah, pour moi, c'est bon, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Non, c'est bon. Merci. Merci, monsieur. Bon courage. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.